Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce dimanche 10 août 2025. Dans les actualités de ce jour, parlons justement de cette date, 10 août 1991, 10 août 2025. La marche vers Yavlou commémore ses 34 ans aujourd'hui. Une date qui a marqué l'histoire et qui a mené vers un grand changement politique dans le pays. Une date également qui commence à être oubliée, qui doit être rappelée à la génération actuelle. Retour sur les faits de cette journée. Reportage. Ce sont encore des visages joyeux qui sont partis de la place de 13 mai le matin du 10 août 1991. Le professeur Zafelber était au premier rang de la foule avec les leaders des forces vives de l'époque. Les membres de diverses associations sont venus étoffer le rang des manifestants. Plus de 400 000 personnes avaient pris la direction d'Yavlou, selon les estimations à l'époque. Le programme était de procéder à une marche de la liberté avec pour objectif d'arriver au palais d'État d'Yavlou. La raison de la marche de la liberté était d'accompagner les leaders du mouvement au palais d'État d'Yavlou pour que ces derniers puissent discuter avec le président de l'époque, l'amiral Didier Ratirek. Il prévoyait de lui faire part des doléances du peuple dans la démission du chef de l'État de l'époque, d'arrêter le régime socialiste et ainsi de changer la constitution vers la Troisième République. Mais les gardes présidentielles de l'époque étaient encore là, non loin du palais. Les affrontements ont éclaté avec les gardes qui ont essayé de disperser les manifestants. Quelques instants après, les tirs ont retenti, les hélicoptères ont commencé à sillonner le ciel d'Yavlou en lançant des grenades lacrymogènes. Mavnjay, Mavlou, le sang qui a coulé a assombri la journée du 10 août. Selon les statistiques de l'hôpital, quelques heures après la marche de la liberté, plus de 30 personnes avaient perdu la vie et une cinquantaine de personnes avaient été blessées. Certains médias avaient même fait état au lendemain de la marche qu'il y a eu des disparus après cette manifestation. La date du 10 août 1991 reste une date marquante de l'histoire du pays qui mérite une commémoration. En effet, il est important de se rappeler les dates sombres afin que de tels faits n'aient plus lieu. Les troubles ne nous mènent nulle part. De plus, cela ne fait que reculer le pays qui commence à reprendre après les diverses crises. Chacun doit se focaliser sur l'avenir de la grande île. La lutte commune doit être la lutte contre la pauvreté et la marche à faire est la grande marche vers le développement. Dans la page politique, la tenue du 45e sommet de la SADC à Madagascar est un honneur pour le peuple malgache et pour toute la nation. L'opposition est contre la réalisation de cet événement et a même entrepris des démarches auprès des chefs d'État membres de la SADC pour qu'ils ne se tiennent pas dans le pays, mais en vain. Les regards du monde entier seront tournés vers Madagascar et les discussions au programme de ce sommet seront enrichissantes, a déclaré le député Rafid Manana Désiré. Reportage de Mervolat Sferen. Bien que l'opposition ait tenté d'empêcher la tenue du sommet et effectué une tournée auprès des chefs d'État africains membres de la SADC pour dénigrer le président Andradzuil, le 45e sommet de la SADC aura bien et bien lieu à Madagascar la semaine prochaine. C'est une fierté et un honneur pour le peuple malgache et pour la nation tout entière, a souligné le député Rafid Manana Désiré. Le sommet de la SADC sera principalement axé sur les questions politiques et économiques. Nous ferons en sorte qu'il apporte des résultats positifs pour le pays. Ce 45e sommet organisé à Madagascar apportera à coup sûr des bénéfices pour le développement de la nation, car le président Andradzuil possède les compétences nécessaires en matière de dialogue et de persuasion dans le cadre de coopération profitable à notre pays. Dans les actualités économiques, le gouvernement déploie tous les efforts pour résoudre les problèmes de délestage. Pour le district de Tolaniar, dans la région Anos, les parcs éoliens sont déjà opérationnels afin de remédier à la hausse du prix de l'électricité et aux coupures de courant. Reportage de Fenara Kotorsoul. Le président de la République a affirmé que ce qui a été promis doivent impérativement être réalisés. Ainsi, les parcs éoliens de Tolaniar fonctionnent déjà afin de réduire le coût élevé de l'électricité qui suscite les plaintes de la population locale. C'est une avancée dans l'utilisation des énergies renouvelables, apportant une solution aux difficultés rencontrées par les habitants du district de Tolaniar. Ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives du président Andradzuil pour développer les énergies renouvelables et accompagner la transition énergétique au profit de la population. L'accès à une électricité issue de l'énergie solaire et éolienne apportera également un nouvel élan aux opérateurs économiques, notamment dans le secteur du tourisme, considéré comme un levier important pour dynamiser l'économie locale, selon les acteurs économiques.
Les écoles primaires publiques et les CEG du district d'Ambouche seront réhabilitées par le député élu dans cette circonscription, Ndjiamiad Zafan-Mezansou Yves Georges, grâce au budget du CIAD ou crédit d'investissement à l'appui au développement géré par les députés. L'objectif de cet élu est d'égaliser le niveau de l'enseignement entre les zones rurales et urbaines de sa circonscription. Reportage sur les images de Zahran Jansou. Les écoles publiques du district d'Ambouche continuent de faire face au manque d'équipements et à la vétusté des infrastructures scolaires, malgré les efforts du gouvernement pour augmenter le nombre d'établissements dans le district. Les cours doivent être alternés à cause de l'insuffisance des salles de classe. Face à cette situation, le député élu à Ambouche a décidé d'augmenter le nombre de bâtiments scolaires et de réhabiliter ce qui existe déjà, grâce au CIAD, un budget destiné au développement local et géré par les députés. Ces problèmes creusent également un écart du niveau d'enseignement entre le milieu rural et urbain. L'un des objectifs de cet élu est donc d'harmoniser la qualité de l'enseignement dans tout le district d'Ambouche. Ainsi, les EPP et les CEG du district d'Ambouche seront rénovés et renforcés grâce au CIAD, selon les explications. Puisqu'on a parlé d'établissements scolaires, restons toujours dans ce cadre. Cela fait exactement 6 ans que le sport scolaire avait été suspendu en raison de l'état d'urgence sanitaire provoqué par l'épidémie de Covid-19 à Madagascar. L'événement fait son retour afin de valoriser et offrir une scène aux élèves passionnés de sport et talentueux dans leur discipline issus des 24 régions du pays. L'objectif est de les amener vers un niveau professionnel et de développer davantage les compétences, mais aussi de repérer et former les jeunes espoirs dans le domaine sportif. Reportage de Fenara Coutorsoul. Après 6 années d'interruption suite à la pandémie de Covid-19, le sport scolaire, c'est-à-dire les compétitions sportives entre élèves, reprendra cette année 2025. La sélection régionale pour les 23 régions se tiendra à Fedarantsou, capitale de la région Haute-Matiach, du 18 au 24 août 2025. Il s'agit d'une compétition nationale ouverte à tous les établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, destinée aux élèves âgés de 12 à 17 ans. 3 disciplines seront au programme, athlétisme, basketball et le football. D'après le ministère de l'Éducation nationale, entre 26 et 40 délégations par région sont attendues à partir du 18 août. À rappeler que le sport scolaire a déjà révélé de nombreux athlètes professionnels malgaches depuis sa création. Toujours dans cette page sociale, jeudi dernier, 2 bureaux de la subdivision foncière intermédiaire ou BSFI ont été inaugurés dans les communes rurales d'Andjanmanel et de Vinan-Karen, tous deux situés dans le district d'Antirabé 2. Le BSFI est une nouvelle structure mise en place par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire afin de permettre le traitement des titres fonciers et certificats fonciers au niveau des communes. Reportage de Jameson Rajanarman, un autre correspondant à Antirabé. Le bureau de la subdivision foncière intermédiaire au BSFI est une nouvelle structure instaurée par le gouvernement via le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire dans le but de faciliter les démarches administratives concernant les documents fonciers. Cette initiative répond au manque de services publics spécialisés dans le foncier et la topographie à Madagascar et vise également à rapprocher les services des populations afin qu'elles puissent obtenir plus facilement leurs titres et certificats fonciers. Les communes rurales d'Andjanmanel et de Vinan-Karen dans le district d'Antirabé 2 bénéficient désormais de ce bureau de la subdivision foncière intermédiaire, ce qui allègera considérablement les difficultés des habitants du district. L'inauguration de ces 2 BSFI a eu lieu jeudi dernier. Le bureau de la commune rurale d'Andjanmanel accueillera les habitants de 13 communes, tandis que le BSFI de Vinan-Karen recevra ceux de 7 communes. Tout le matériel et le personnel nécessaires au fonctionnement de ces bureaux sont déjà prêts. À noter que l'ancien bureau communal de Vinan-Karen a été attribué au BSFI et la gestion de la commune sera transférée dans 2 semaines vers un nouvel hôtel de ville construit par l'État. Toujours dans cette page sociale, pour poursuivre ce journal, les habitants du district de Vavaten lancent un appel pressant à l'endroit des autorités face à l'état de dégradation avancée de la route nationale numéro 22. Cette route relie les 11 communes du district mais n'a pas été réparée depuis de nombreuses années. Reportage. Comme on peut le voir sur ces images, la RN 22 est dans un état déplorable. Boueuse et difficilement praticable pendant la saison des pluies, poussiéreuse et cahoteuse pendant la saison sèche.
De nombreux points noirs jalonnent l'axe reliant Antikafuk au chef-lieu de district de Vavaten, tandis que le tronçon entre Vavaten et la commune de Mianzabé, long d'environ 17 km, est totalement impraticable. Face à cette situation, les Tangalamènes et le député élu de la circonscription, Boris Sivulama-Azak, ont organisé le week-end dernier une réunion afin de chercher des solutions à court et à long terme pour la réhabilitation de cette route. Il est à rappeler que les 11 communes du district utilisent cette route qui est également essentielle au transport des produits agricoles. Aujourd'hui, cette voie est complètement dégradée et les habitants ainsi que leurs députés demandent aux autorités compétentes la réhabilitation de la RN22 laissée à l'abandon depuis plusieurs années. Dans un tout autre sujet, dans ce reportage, nous allons vous amener dans l'univers des jeux vidéo, plus précisément celui de Tekken. Il s'agit d'un jeu de combat, l'une des séries les plus populaires dans la catégorie des affrontements directs entre deux ou plusieurs joueurs sur un espace limité. Fait marquant, un personnage malgache a été intégré à ce jeu et porte le nom de Miarzo. Reportage. Miarzo est le nom donné à ce personnage malgache dans le jeu vidéo Tekken. La présence de ce personnage a suscité l'étonnement de beaucoup. On y retrouve des éléments typiques de Madagascar et ce qui le rend unique même dans un jeu vidéo. La création de Miarzo a été réalisée avec la participation de la communauté Tekken Madagascar lors d'échanges avec Bandai Namco. Tekken est l'un des jeux vidéo les plus joués, que ce soit à l'étranger ou ici même. C'est un jeu qui ne fait pas de distinction entre les genres ou les âges, hommes, femmes, jeunes ou adultes, tout le monde y joue. Madagascar jouit d'une certaine renommée dans le domaine des jeux vidéo grâce à Tekken. De nombreux malgaches ont déjà participé à de grandes compétitions, comme le Tekken World Tour, l'un des plus grands tournois mondiaux. Il y a eu aussi le Morning, une compétition Tekken organisée à Antananarive, ouverte à tous les joueurs malgaches. La présence du personnage malgache Miarzo dans Tekken 8 est une grande fierté pour les malgaches. C'est une reconnaissance importante pour la culture malgache, car c'est la première fois qu'elle est directement représentée dans un grand jeu vidéo international. Cela suscite de l'enthousiasme et renforce la cohésion de la communauté Tekken locale, beaucoup y voyant une étape majeure et une avancée positive pour l'e-sport malgache. Il est important de noter que Miarzo est le tout premier personnage africain intégré dans la franchise Tekken. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le Soudan est toujours déchiré par la guerre civile. Dans certaines régions, les combats continuent d'opposer l'armée régulière aux forces de soutien rapide. Dans la capitale Khartoum, reprise en mars aux paramilitaires, les morts enterrés à la hâte au plus fort des combats retrouvent une dignité grâce au combat de leur famille. Reportage de France 24. En apparence, ce terrain de la banlieue sud de Khartoum semble parsemé de débris. Mais en réalité, ces monticules de terre et ces objets cachent un cimetière improvisé. Cette Soudanaise prie devant la tombe de sa fille de 12 ans. Elle est morte alors qu'elle allait acheter des chaussures. L'endroit a été bombardé de manière inattendue. Nous n'avons pas trouvé d'autre endroit pour l'enterrer. Au plus fort des combats, des centaines de familles ont dû enfouir leurs proches dans l'urgence. Des membres du Croissant Rouge exhument les défunts, les désinfectent, puis les chargent avec précaution à l'arrière d'un camion. Leur ultime voyage vers un cimetière situé à quelques kilomètres d'ici, où ils auront enfin droit à une sépulture digne. Les habitants ont accepté l'exhumation des corps de leurs proches à cause des risques sanitaires et environnementaux qu'ils représentaient. Ils ont donc coopéré avec nous. En mars dernier, l'armée régulière a repris Khartoum aux paramilitaires des forces de soutien rapide, mais les deux camps continuent de se battre dans plusieurs régions, notamment au Darfour occidental. La guerre, débutée en avril 2023, a tué quelques 150 000 civils et mis sur la route des millions de personnes. La destruction des infrastructures empêche la population, en proie à la faim et aux épidémies, de recevoir une aide humanitaire suffisante. Les actualités internationales également, la vague de chaleur en cours depuis vendredi 8 août, la deuxième de l'été, a touché la France et s'étend aujourd'hui à presque toute la moitié du sud du pays, avec 42 départements placés en vigilance orange canicule par Météo France. France 24.
40 degrés, un seuil exceptionnel à présent habituel. Résultat, une météo étouffante sur toute la France. Et c'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre pour les prochaines décennies. C'est des canicules qui deviennent de plus en plus hors normes. On parle de températures que l'on n'a probablement jamais vues au XXe siècle. Voilà, donc le changement climatique, ça s'accompagne de ce genre d'événements. Et justement, au siècle dernier, le mercure atteignait rarement cette température, seulement une fois par an. Mais depuis 2000, c'est 13 fois chaque année. La décennie 2020 dépasse déjà les précédentes, avec les 40 degrés affichés sur les thermomètres en moyenne 24 fois par an. Et cela risque de se répéter régulièrement et hors saison. Il va falloir affronter ce type de situation météorologique peut-être tous les ans et peut-être sur des périodes beaucoup plus longues. On a vu que ça avait commencé au mois de juin et il se pourrait qu'on en ait aussi en automne. 2024 a été l'année la plus chaude jamais mesurée, avec un mois de septembre au record de chaleur historique. Et plus de la moitié des sols en Europe et sur le pourtour méditerranéen étaient toujours affectés par la sécheresse sur la période du 11 au 18 juillet 2025, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Observatoire européen de la sécheresse. Cette sécheresse favorise les incendies comme le feu historique et meurtrier qui s'est déclaré mardi dans l'Aude, dans le sud de la France. France 24 toujours. Il y a quelqu'un à l'intérieur ? Non, on y va. En Turquie, même les soldats du feu peinent à contrôler la situation. Ici, des centaines d'habitants ont dû être évacués de cette province de l'est du pays, confrontée à des températures exceptionnelles. La Turquie a connu son mois de juillet le plus chaud depuis 55 ans, avec un record de 50,5 degrés atteint fin juillet. Une situation similaire en Grèce. Ici, les vents violents aggravent la situation. Ils ont perturbé le trafic des ferries, forcés de rester à quai, comme ici au Pirée, près d'Athènes. Car à quelques dizaines de kilomètres, ce paysage carbonisé. Les pompiers n'ont rien pu faire, certaines maisons n'ont pas résisté. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je suis complètement désemparé. Nous vivons dans la peur, dans une situation vraiment désespérée. Ce n'est pas seulement moi, c'est tout le quartier. Outre la Turquie et la Grèce, c'est tout le sud de l'Europe qui suffoque. En Espagne, dans le centre et le sud du pays, jusqu'à 44 degrés atteints ces dernières heures. Cela alors que le pays a déjà enregistré une hausse de plus de 50% des décès dus aux fortes températures depuis mi-mai par rapport à 2024. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre une émission spéciale présentée par Jean-Claude Adjemalal. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.